Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, parce que vous êtes en même temps président du RPR, on est tout de même, on y revient et on ne va pas rester sur la politique, soyez rassurés, on va vraiment s'occuper beaucoup d'économie. On est tout de même en plein paradoxe. Plus François Mitterrand abandonne le socialisme, fiscalité, bataille scolaire, etc., plus il semble vous couper l'herbe sous le pied et désarmer l'opposition. Alors qu'est-ce qui vous gêne le plus dans cette offensive du président, que vous ne puissiez pas réussir votre RPR, votre Rassemblement pour le redressement, que les électeurs ne parviennent plus à distinguer la gauche de la droite? Qu'est-ce qui vous gêne? Monsieur de la Taille, vous essayez de m'enfermer dans une espèce de contradiction qui n'est pas réelle. Vous dites, le président de la République a changé de politique et fait aujourd'hui la politique de l'opposition. Vous venez de Jean-François Deniau qui l'avait signalé le lendemain de l'enjeu l'an dernier. Je vous laisse bien entendu la responsabilité de cette affirmation. Je vous dis non, ce n'est pas vrai. Je me répète, au risque d'ennuyer. Contraint par les événements, en raison de toutes les erreurs commises depuis 2 ans, depuis 3 ans, les socialistes sont aujourd'hui obligés de faire une politique qu'ils appellent une politique de rigueur, au moment même d'ailleurs où la France est le seul pays dans le monde à rester en marge de la reprise générale qui caractérise les économies de tous les autres pays. Donc il est obligé de faire une politique de rigueur. Et pour autant, et c'est là l'essentiel, je ne conteste pas la nécessité aujourd'hui de faire cette politique de rigueur. Je ne vois pas comment ils pourraient faire autrement. Ils nous ont déjà considérablement endettés. On ne peut pas vivre indéfiniment à crédit. Mais pour autant, le gouvernement actuel, le président de la République, ne change rien des principes qui sont ceux de la bureaucratie socialiste, de l'administration socialiste, qui fondent l'ensemble de sa logique politique. Et c'est en cela qu'il y a entre les socialistes et l'opposition une différence fondamentale. Je donnais tout à l'heure à M. de Closet les exemples, que l'on revienne réellement à un certain nombre de libertés en faisant sauter les contraintes de toute nature, fiscales, parafiscales, réglementaires, sociales, qui pèsent sur les travailleurs et sur les entreprises, qu'on rende la liberté à l'activité économique générale, alors il y aura là un vrai changement. Ce n'est pas aujourd'hui le cas. Et ce n'est pas prévisible. Non, mais la question qu'on vous posait se référait à l'opinion. C'est au fait que l'opinion, c'est évident, voit beaucoup moins de différence entre la politique que vous préconisez et la politique qui est faite par la gauche, et la politique que faisait la gauche en 81 et celle que vous préconisiez. Indiscutablement, pour l'opinion, ça s'est rapproché. Eh bien, nous allons essayer de l'éclairer ce soir, Monsieur de Closet, grâce à votre émission. Alors, il y a une autre chose, moi, qui me frappe. À leur arrivée, les socialistes ont effectivement bénéficié de cet état de grâce, mais ont bénéficié parce qu'ils ont fait énormément de promesses. Monsieur Fabius est nommé Premier ministre et il semble, d'après les sondages, bénéficier d'un préjugé favorable dans l'opinion. Il dit, moi, je ne peux pas faire de promesses. Alors, est-ce que c'est pas le Père Noël qui est mort en politique et le nouveau réalisme des Français qui fait qu'on ne peut plus être crédible en tant qu'homme politique si on leur fait des promesses? Ce sera un changement, ça. Oui, M. Fabius a dit effectivement qu'il ne voulait pas faire de promesses. Il a d'ailleurs vertement critiqué les promesses qui avaient été faites dans le passé, auxquelles il avait d'ailleurs très largement participé. Je vous rappelle que c'est ce même M. Fabius qui, en 1982, disait, c'était au printemps, le temps est venu d'une relance de la relance. Alors vous savez, les gens qui changent comme ça d'avis, totalement, au gré des circonstances, pour ma part, ne m'inspirent pas, quand il s'agit de gérer les affaires, ne m'inspirent pas véritablement confiance. Mais les Français? Alors, les Français ont naturellement le sentiment que la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui s'est considérablement dégradée depuis 3 ans, nous allons voir tout à l'heure les chiffres, que cette situation exige un redressement. Ce redressement peut être naturellement recherché dans un premier temps par ce que l'on appelle la rigueur. Je ne vois pas d'ailleurs comment on pourrait faire autrement. Mais je le répète, ce n'est pas cela qui changera quoi que ce soit. La rigueur telle qu'elle est conçue aujourd'hui par le gouvernement socialiste est une rigueur qui ne peut que continuer et qui ne peut que déboucher sur une récession et une dégradation. Vous le verrez. Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure. Et je souhaite ardemment me tromper dans l'intérêt de la France et de l'ensemble des Français. Mais je crains fort, et tous les experts le prétendent aujourd'hui,
qu'ils soient nationaux ou internationaux, que vous aurez d'ici la fin de l'année encore une dégradation de la situation en termes d'inflation, en termes d'emploi, en termes de niveau de vie. Alors que partout ailleurs, dans tous les grands pays industriels qui nous sont comparables, vous observez une très sensible amélioration de la situation. Donc il y a quelque chose qui doit être changé, c'est ce que propose l'opposition, l'ensemble de l'opposition, et ça s'appelle, d'une façon simple, qui est absolument incompatible avec l'esprit et la politique des socialistes, ça s'appelle tout simplement le retour aux libertés. Alors, on finit cette partie politique. Je crois qu'on peut conclure qu'en somme, c'est pas vous qui ce soir sonnerez le clairon de l'armistice sur le front de la guerre idéologique. Alors, nous allons passer maintenant à la partie proprement économique. Alors, selon un schéma, on va organiser la discussion et vous en êtes d'accord. Nous allons commencer par faire le point de la situation et ça vous amènera à formuler vos critiques. Ensuite, nous verrons quels sont les obstacles sur la voie du redressement pour la France. Et puis, nous verrons les difficultés qu'il y a à réduire l'improductivité qui pèse sur l'économie française et comment mobiliser les forces productives en France. Sur tous ces points, vous aurez à nous faire vos propositions aux Français, mais tout de suite les ruptures qui sont intervenues tout de même dans le domaine économique. Oui, Monsieur le Premier ministre, nous allons commencer par voir votre position, très brièvement, par oui-non, sur un certain nombre de ruptures qu'ont été contraints de faire les socialistes, rupture avec leurs propres tabous socialistes et rupture avec le système français. Première rupture, la baisse des prélèvements obligatoires et des dépenses de l'État, c'est un de vos chevaux de bataille. Le président de la République vous a un peu coupé l'herbe sous le pied. En deçà et au-delà des critiques que vous pouvez formuler sur l'opération gouvernementale, vous êtes toujours engagé sur la baisse des prélèvements et des dépenses de l'État. La baisse des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire des impôts, des taxes, des cotisations sociales, bref, de tout ce qui pèse sur les travailleurs et les entreprises, ou plus exactement en priorité sur les entreprises et ensuite sur les travailleurs, doit être impérativement allégé. Impérativement. Donc, baisse des prélèvements. Je dirais que c'est le préalable à toute politique de redressement économique national. En vertu de quelques principes simples, d'abord là. Non, ça, je vous demande, on va y revenir, Bien. Monsieur le Premier ministre. Et baisse des dépenses de l'État. Alors, il va de soi qu'il n'est pas question de financer par l'emprunt ou par la monnaie, c'est-à-dire en augmentant le déficit, les dépenses publiques, et par voie de conséquence, ce préalable indispensable de baisse des prélèvements obligatoires, qui doit être planifié, voulu, longuement exprimé, suppose naturellement une diminution des dépenses publiques, sur lesquelles je ne suis absolument pas d'accord avec la politique actuelle du gouvernement. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Deuxième rupture, la réduction des prestations sociales. Les socialistes ont réussi pour le moment à rééquilibrer la sécurité sociale, mais en recourant aussi à la baisse du pouvoir d'achat des prestations chômage, vieillesse, famille. Au besoin, est-ce que vous continuerez la réduction des prestations sociales pour rééquilibrer notre système de sécurité? Je crois que là encore, on est dans un faux dilemme. Je pense que l'on peut maintenir les prestations sociales tout en diminuant les cotisations, à condition naturellement d'avoir une politique dynamique, créatrice d'emplois, une politique analogue à celle des autres grands pays industriels et qui se traduit notamment par une diminution du chômage. L'essentiel des raisons pour lesquelles il y a un déficit de nos comptes sociaux et une pression constante à augmenter les cotisations, c'est le chômage, naturellement. Diminution du chômage permettrait de maintenir les prestations tout en ayant des cotisations diminuées. C'est ça la politique de redressement, c'est ça que ne font pas et que ne peuvent pas faire, parce qu'ils ne savent pas faire, les socialistes. Troisième rupture, la suppression de l'indexation des salaires et revenus sur les prix, c'est-à-dire la suppression de la garantie du maintien du pouvoir d'achat. Les socialistes ont amorcé ce mouvement, il y a une décélération des salaires. Est-ce que vous supprimerez l'indexation des salaires sur les prix? Je crois qu'en période de crise, et notamment dans la situation que nous connaissons et qui exige un effort considérable de redressement, il est malheureusement indispensable, et de ce point de vue je ne critique pas le gouvernement, de constater la nécessité d'une dissociation entre l'évolution des salaires et l'évolution des prix, en faisant en sorte, bien sûr, que l'accroissement de la richesse nationale grâce à une véritable politique de production
permettent de limiter au maximum les conséquences de ce phénomène. Donc, suppression de l'indexation des salaires sur les prix, c'est une réponse difficile pour vous. Quatrième rupture, l'accélération des restructurations, c'est-à-dire des réductions d'effectifs. Les socialistes avaient commencé par les refuser, et même ils avaient commencé par embaucher dans le charbon et l'acier. Ils ont été contraints d'accélérer les restructurations et les réductions d'effectifs. Est-ce que vous continuerez ces réductions d'effectifs dans les secteurs qui ont besoin d'être restructurés? C'est inévitable. Nous prendrons peut-être quelques exemples tout à l'heure, comme l'automobile, par exemple, qui est très frappant. C'est inévitable. Seulement, là encore, différence essentielle avec la politique actuelle. On peut imaginer que les événements, si l'on veut maintenir une industrie qui soit une grande industrie et qui soit compétitive, de supprimer les emplois en raison de la productivité et des gains de productivité. C'est inévitable.